Vous battez de tristes records, Madame Borne. Vous détenez désormais celui du plus grand nombre de 49.3 déclenchés sur des textes budgétaires de toute l'histoire de la Ve République. Un palmarès qui risque encore de s'alourdir avec votre projet de loi de financement de la sécurité sociale battu hier en commission et pour la partie dépenses du projet de loi de finances. Je me demande bien ce que cela vous fait d'établir ce type de record funeste, Madame la Première ministre. D'être à la tête d'un gouvernement qui, à 13 reprises, en à peine un an, retire des mains de l'Assemblée nationale son rôle le plus fondamental, le vote, et encore plus spécifiquement, le vote du budget. Un gouvernement qui, à 13 reprises, en à peine un an, choisit de faire passer en force des textes qui n'avaient pas de majorité. C'est bien une drôle d'habitude que vous avez prise, vous qui vous plaisez tant à vous prendre pour un curseur de la République, capable de déterminer à votre convenance qui se situe ou non dans l'arc républicain. Quelle ironie de vous voir manier sans relâche le 49.3, l'arc le moins républicain qui soit, celui qui prive les représentants du peuple de l'exercice de sa souveraineté. Je sais bien que la Ve République vous y autorise. Ça n'en fait pas pour autant un bon outil, ni un principe de fonctionnement acceptable pour une démocratie. Au contraire, ça confirme l'idée que cette Ve République est dépassée, dysfonctionnelle, irrespectueuse du pouvoir parlementaire et des principes démocratiques de base, et qu'il est grand temps de fonder collectivement une 6e République enfin débarrassée de ce type de vestige autoritaire qu'est le 49.3. Il s'agit tout de même là d'un outil dont il n'y a aucun équivalent dans les grandes démocraties voisines, où il est indispensable de trouver une majorité, ce qui exige de débattre, négocier, trouver des terrains d'entente. À l'inverse, avec le 49.3 et l'usage que vous vous permettez d'en faire, vous parlez d'une solution de facilité qui permet à une minorité de gouverner totalement seule, sans le moindre effort de compromis. Votre recours systématique au 49.3 n'est plus tenable, Madame la Première ministre. Il est temps de reconnaître qu'il ne s'agit plus de simples forfaits, mais d'une crise de régime dont vous ne pourrez pas éternellement éviter les conséquences. En plus, vous osez l'appliquer avec une mauvaise foi qui rend le 49.3 encore plus insupportable. Car non seulement vous l'utilisez à tout va, mais en plus, vous le faites avant même que les débats n'aient pu se tenir en séance. Vous justifiez cela en prétextant que les débats ont déjà eu lieu en commission et que l'on connaît déjà les votes des uns et des autres. Un de vos députés, et non des moindres, aurait même été jusqu'à dire à ce sujet, je cite, « Ne faisons pas semblant de discuter, on rêve ». En allant au bout de ce raisonnement, on en vient à se demander l'intérêt même qu'il y a au débat parlementaire s'il devient, à vos yeux, inutile dès lors que son résultat supposé ne vous plaît pas. Vous niez en fait purement et simplement la logique de démocratie parlementaire dont le débat en hémicycle est la clé de voûte. Je rappelle que le caractère personnel du vote de chaque député est garanti par la Constitution, de telle façon que rien ne peut théoriquement nous empêcher de changer d'avis et de vote à la suite d'un débat fructueux ou face à un bon argument. D'autant qu'en supprimant la publicité sur nos échanges, cette logique dépolitisante est d'autant plus frustrante qu'on nous fait régulièrement miroiter l'espoir que les oppositions soient mieux écoutées pour ne finalement jamais concrétiser ces promesses. Je pense ici au dialogue de Bercy où l'un de vos ministres, qui n'est d'ailleurs pas le plus désagréable, nous avait assuré qu'il comprenait que les oppositions ne voteraient pas le budget et que cela ne l'empêcherait pas pour autant d'être ouvert à leurs propositions. Résultat, rien de sérieux. Comme toujours, vos mains tendues ne sont que des opérations de com'. Pourtant, de nombreux amendements constructifs avaient été adoptés en commission grâce à des votes transpartisans, rassemblant même des députés des groupes gouvernementaux qui les ont même parfois initiés. Votre gouvernement aurait pu faire le choix de les retenir après son 49.3. À la place, les 38 amendements adoptés au sein de ma commission contre l'avis du rapporteur, donc contre le vôtre, ont tous été écartés au profit d'amendements pour certains même pas débattus et issus à près de 75% du camp macroniste. Parmi les amendements écartés se retrouvent les plus significatifs et les plus redistributifs, comme la mise en place d'une taxe sur les superdividendes, le rétablissement de l'exit tax ou encore la taxe sur les transactions financières, qui aurait rapporté à elle seule 11 milliards d'euros. D'autres amendements ont été repris dans des versions significativement revues à la baisse. L'exemple qui en est le plus symptomatique est peut-être celui des rachats d'actions. Au départ,
le président de la République en personne avait demandé au gouvernement de légiférer à ce sujet via la mise en place d'une contribution exceptionnelle. Je cite sa déclaration: « Il y a quand même un peu de cynisme à l'œuvre quand on a des grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu'ils en arrivent à utiliser cet argent pour acheter leurs propres actions. » Un souhait qui aurait pu être réalisé via l'amendement de Jean-Paul Mattei, majoritaire en commission, proposant une taxe sur ces rachats d'actions. Tout ça pour qu'au final, le gouvernement l'écarte et se contente d'une mesurette qui ne fait que légitimer cette pratique. L'amendement Airbnb en est un autre exemple. Les propositions concernant ce sujet n'ont donné lieu côté gouvernement qu'à la reprise d'un abattement fiscal ramené à 50% qui ne réglera rien. Alors qu'un amendement transpartisan rassemblant des députés de la majorité, des députés des oppositions allait beaucoup plus loin, diminuant et égalisant les taux d'abattement pour les locations courtes et longue durée. Pourtant, à l'heure où le chef de l'État a réuni à Saint-Denis, tel un monarque en son conseil, les chefs de parti, dans le prétendu espoir de faire des compromis, c'est plutôt ici, à l'Assemblée, qu'un compromis était possible et souhaitable. C'est du moins ainsi qu'en démocratie, on devrait procéder. Ces amendements auraient en outre amené beaucoup de recettes supplémentaires aux finances publiques, alors que vous dites chercher à faire des économies. Contre-productif, dites-vous, de puiser dans les revenus du capital? Pourtant, le dernier rapport de France Stratégie vient encore une fois de démontrer l'inefficience de la politique économique macroniste en la matière. Il montre que, je cite, « les travaux de recherche n'ont pas détecté d'impact du PFU sur l'investissement et les salaires et a même fait baisser l'imposition sur le revenu des 1% les plus riches. » Ou encore que la transformation de l'ISF en IFI aura coûté plus de 4 milliards d'euros à nos recettes. Tout ça pour ne faire revenir qu'un tout petit nombre de contribuables en France, ce qui, très franchement, n'a aucun intérêt vu le peu de répercussions économiques qui en ont découlé. Il est donc peut-être temps d'écouter d'autres sons de cloche et de se dire que les amendements votés par les oppositions pourraient être précieux au budget de ce pays, alors que le budget qui nous est imposé n'est pas à la hauteur des urgences. Les dernières prévisions le montrent bien. La croissance prévue à 1,4% par le gouvernement ne sera clairement pas au rendez-vous. La Banque de France l'estimant à 0,9% et l'OFCE à seulement 0,8%. Même constat pour l'emploi. Les prévisions de l'OFCE estiment que la contraction de l'économie va entraîner un retournement du marché de l'emploi menant à 7,9% de chômage fin 2024. On est bien loin, vous en conviendrez, du plein emploi qu'à vous entendre, nous aurions déjà quasiment atteint. Enfin, pour couronner le tout, nous découvrons que le gouvernement profite du 49.3 pour faire passer discrètement des amendements scandaleux qui n'ont été au sujet à aucun débat. Je pense par exemple à l'amendement offrant aux fédérations sportives internationales de nombreuses exonérations d'impôts sur les sociétés, de cotisations foncières des entreprises, de CVAE et même d'impôts sur le revenu pour les recrutements des salariés, dans l'objectif assumé de soutenir l'installation du siège de la FIFA. Cette mesure est inquiétante à plusieurs titres. D'abord, elle transforme la France en potentielle zone franche pour des instances internationales. Cadeau d'autant plus inquiétant que beaucoup de clubs professionnels réclamant d'être exonérés fiscalement au prétexte de la concurrence avec les autres clubs européens pourraient vouloir s'engouffrer dans cette exception. Ensuite, l'argument avancé pour justifier ces exonérations m'inquiète. J'entends dire qu'il ne s'agirait pas vraiment d'une perte de recettes puisqu'elle s'appliquerait à des instances qui n'étaient pas déjà installées en France et ne généreraient donc pas antérieurement de recettes dans notre pays. À ce compte-là, pourquoi ne pas transformer toute la France en gigantesque paradis fiscal pour toute nouvelle entreprise au prétexte que tant qu'elle n'était pas déjà en France, il n'y aurait rien de perdu? En résumé, sur ce sujet comme sur les autres, ces méthodes ne sont plus supportables. Encore plus dans une période où des sujets dramatiques, à faire baisser les tensions et montrer qu'on est capable d'emprunter une voie démocratique plus apaisée. Vous faites l'inverse. Avec ces 49.3 à répétition, il n'y a désormais plus de doute. Nous ne sommes pas dans une démocratie parlementaire. Et si j'ajoute à cela la course aux déclarations et aux mesures autoritaires de ce gouvernement contre ses oppositions politiques ou sociales depuis un an, on en vient même à se demander si la France mérite toujours d'être classée au rang des grandes démocraties. Merci de conclure. Pour toutes ces raisons, je vous invite à censurer ce gouvernement.